Porte-parole du collectif Stop le contrôle aux faciès, entrepreneuse sociale, Siam Asbagh se définit comme féministe intersectionnelle. Elle se confie sur son parcours, et les ressorts de son engagement pour les droits civiques. Rencontre. Le 2 octobre 2014, sur le plateau de Des paroles et des actes, Alain Juppé tombe sur un os. Intervenant depuis le premier rang du public, la porte-parole de Stop le contrôle aux faciès, Siam Asbagh, déroule pendant plusieurs minutes un discours sans concession qui renvoie le ténor de l'IMP, désormais les Républicains, à son statut d'homme blanc de plus de 60 ans. Après un réquisitoire contre la classe politique, rendu coupable de la relégation des quartiers populaires, la question de la jeune femme fuse: comment pouvez-vous prétendre, alors que vous avez été le bourreau des principes républicains, être prochainement le garant de la devise républicaine, et représenter la France stupéfaction de l'assistance? David Pujada, ébahi, lui demande de préciser sa pensée. Elle s'exécute. Le maire de Bordeaux réplique, quelque peu décontenancé: je ne peux pas vous répondre, car j'aurai forcément tort. Vous ne me croirez pas, et c'est ça qui est dramatique. C'est ainsi que Siam Asbagh fit irruption médiatiquement. Face à elle, Alain Juppé reconnaît qu'il y a un racisme structurel en France. L'activiste tente de transformer l'essai par un glissement sémantique, elle parle de racisme institutionnel. Léna Clarette n'accepte pas ce terme, et glisse: vous êtes une redoutable rhétoricienne. Marteler ses idées, enfoncer les portes, élargir les brèches qui s'entr'ouvrent dans les institutions pour porter la voix de ceux qui estiment discriminés, Siam Asbagh s'en est fait une spécialité. Même dans la sphère professionnelle, cette jeune entrepreneuse sociale de 28 ans promeut le community organizing, nouveau modèle militant venu des États-Unis, qui promet de rendre le pouvoir aux quartiers populaires. Nous la rencontrons à Paris fin mai. Le jugement des 2 policiers poursuivis pour non-assistance à personne en danger suite à la mort de Ziad Ebouna à Clichy en 2005 vient d'être rendu. Elle a assisté au procès, du 16 au 20 mars, son live tweet a même fait l'objet d'une adaptation cinématographique, et ne décolère pas. Je pense que quiconque était dans cette salle, journalistes, militants, citoyens, familles, s'est dit qu'on avait des éléments qui prouvaient la non-assistance à personne en danger. Quand, le 18 mai, le président annonce la relaxe, on se dit forcément qu'il y a une impunité policière. Face à des citoyens, la parole des policiers l'emportera toujours. Il y a une connivence institutionnelle au détriment des non-blancs, des plus pauvres, de ceux qui ont le moins de pouvoir, comme pour beaucoup de militants des droits civiques de sa génération, les émeutes urbaines de 2005. Provoquées par la mort de Ziad Ebouna, ont constitué un élément déclencheur dans son cheminement politique. À l'époque, elle s'est rendue à Clichy avec le sentiment que ses frères étaient morts, que partout ils se révoltaient. J'étais en terminale, j'avais donc 18 ans, se souvient-elle. Quand j'ai appris les circonstances de la mort de ces 2 jeunes, et que j'ai vu les réactions politiques et la manière dont ça a été traité médiatiquement, je me suis dit qu'il y avait un problème, et qu'il fallait le régler. Claque républicaine. Siam n'était pourtant pas destinée à s'insurger contre l'État. Issue d'un quartier populaire du 14e arrondissement de Paris, elle suit une trajectoire sociale ascendante. Toujours très bonne à l'école, elle ne tarde pas à empocher 2 masters, en lettres modernes et en sciences politiques, ces 2 passions. Je n'avais rien qui me permettait de remettre en cause les institutions, puisqu'elles fonctionnaient pour moi. J'ai cru très longtemps au mythe républicain, à la devise républicaine, à la méritocratie. Pourtant, à l'âge de 14 ans, elle fait l'amère expérience des discriminations raciales. La police fait irruption chez elle après avoir forcé l'entrée, prétendant chercher son frère. L'un des policiers fouille la salle de bain, trouve un sac qu'il fait mine d'ouvrir. L'adolescente lui signifie qu'il contient seulement du gel douche et du shampoing. La réplique du fonctionnaire de police fend l'air, en voyant valser ses rêves d'égalité. Ah! Première nouvelle, on ne savait pas que les Arabes se lavaient point. Elle garde ce traumatisme en mémoire. C'est la première fois que j'entends une phrase raciste. En 2004, le débat sur le voile et la loi interdisant les signes religieux à l'école constitue un nouveau choc. J'étais au lycée,
J'avais une copine voilée dans ma classe. On a vécu tous ensemble ce débat de manière assez violente et brutale. C'est ma première grande claque républicaine. Le miroir que nous tend Ferguson. Sans s'engager directement dans une organisation, Siam Asbach gravite depuis lors autour de mouvements pour la justice et pour l'égalité. Elle a récemment participé à une table ronde à l'occasion des 10 ans du Parti des indigènes de la République. En janvier 2012, alors qu'elle intervient dans un colloque sur les discriminations, l'un des coordinateurs du collectif Stop le contrôle aux faciès lui propose de devenir porte-parole, ce qu'elle accepte. Entre-temps, elle a été conseillère politique dans une mairie parisienne. La méfiance caractérise son rapport à la politique. L'abandon du récépissé de contrôle d'identité, que François Hollande s'était pourtant engagé à mettre en place pour objectiver les abus, ne l'aura pas réconcilié avec elle. Forcément, on le vit mal, comme une énième promesse non tenue, et un signe de mépris. Ça pose des questions sur le recul de la démocratie dans ce pays, affirme-t-elle. En août 2014, suite à la mort de Mike Brown, abattu par un policier à Ferguson, elle publie avec la journaliste et essayiste Rokhaya Diallo une tribune dans Libération, dans laquelle elle dénonce la différence de traitement médiatique quand les mêmes faits se produisent en France. Dans le miroir que nous tend Ferguson, la France devrait reconnaître sa trouble silhouette. Quand ça se passe aux États-Unis, tu peux parler de crimes policiers, de noir et blanc, mais quand c'est en France, non, car la nation est une et indivisible, la police est républicaine, etc. C'est hypocrite et scandaleux. En France aussi on devrait poser ce débat, et ce n'est pas fait. Féministe intersectionnelle. Aujourd'hui, elle se définit comme féministe intersectionnelle, c'est-à-dire prenant en compte la triple pression de race, de genre et de classe. Je suis une femme mais mon identité est multiple, je suis aussi d'origine marocaine, je suis aussi musulmane, je suis aussi issue d'un quartier populaire et d'un milieu modeste. C'est à prendre en compte pour me diriger au mieux vers la liberté. Alors qu'Oser le féminisme traverse une crise interne suite à la démission collective de son antenne lyonnaise, pour divergence sur la question du voile, elle se prête avec d'autres à participer à un nouveau collectif féministe. Lié à la coordination contre le racisme et l'islamophobie, CRI. On nous a beaucoup exclus du féminisme, comme si parce que tu étais de telle origine, de telle religion, tu ne pouvais pas être féministe. Au contraire, nous le sommes profondément, notre féminisme prend en compte la diversité des femmes et les urgences de toutes, quelles qu'elles soient, qu'on lutte-elles.